Une femme noire, juge, est brutalisée par 2 policiers blancs à cause de sa couleur de peau. Ce qui va suivre est choquant. La nuit du Mississippi était une vaste créature primordiale, une entité vivante, respirante, d'une puissance et d'une présence stupéfiantes. Elle bourdonnait du cœur électrique et fiévreux d'un milliard d'insectes, leurs appels frénétiques formant un mur sonore qui semblait vibrer jusqu'à la moelle des os. L'air, assez épais pour être goûté, était un puissant cocktail, exsudant un parfum entêtant de chèvrefeuille si doux qu'il frôlait la décomposition, l'odeur fantomatique du jasmin nocturne, et la putréfaction profonde, sombre et féconde du marais. Cette obscurité palpable pressait de tous côtés, une lourde cape de velours si tangible qu'on aurait dit qu'elle pouvait étouffer une personne, l'envelopper dans son étreinte humide et l'entraîner dans la terre riche et noire. C'était un monde et toute une vie loin des couloirs stériles, réfrigérés et étrangement silencieux du palais de justice du comté de Hinds, un lieu aux angles vifs et à la lumière artificielle qu'Imani Wallace avait quitté des heures auparavant. Les doubles faisceaux de sa berline obsidienne, une Lexus LS qu'elle s'était offerte pour son 10e anniversaire au tribunal, fendaient la pénombre oppressante. Ils découpaient un tunnel éphémère et brillant à travers une cathédrale hantée de chênes anciens, leurs membres noueux lourds de lourds châles de mousse espagnole traînante. La mousse, grise et squelettique, pleurait dans l'air humide, se balançant comme une congrégation de pleureuses spectrales sur son passage. Les silhouettes des arbres esquissaient une danse raide et arthritique contre un ciel de crépuscule meurtri qui saignait du violet et de l'indigo à l'horizon ouest. Ce n'était pas seulement une conduite, c'était un pèlerinage, une mue nécessaire. Elle conduisait avec les 4 vitres baissées, un acte qui n'offrait aucune illusion de brise rafraîchissante dans l'air suffocant et immobile. Au lieu de cela, c'était une invitation pour la symphonie de la nature sauvage à s'engouffrer et à submerger les échos stériles de la salle d'audience. Le bourdonnement frénétique, presque douloureusement fort, des cigales, un vrombissement nerveux qui parlait de vie courte vécue à un rythme effréné. Le grognement profond et baryton des grenouilles taureaux des bayous invisibles, un son si résonnant qu'on aurait dit que la terre elle-même s'éclaircissait la gorge. Et sous tout cela, le roucoulement plaintif et déchirant d'une colombe lointaine, un son d'une tristesse si profonde et simple qu'il semblait un canal direct vers le chagrin du monde. Cette immersion auditive était un baume pour son esprit épuisé, un rituel de purification qu'elle pratiquait depuis 20 ans. C'était son moment pour, lentement, délibérément, dénouer l'immense poids écrasant de la robe noire, faire taire l'écho du marteau retentissant, et récurer des recoins les plus profonds de son âme le calcul impossible et déchirant de la justice moderne. Aujourd'hui, les plateaux de la balance semblaient particulièrement, cruellement, déséquilibrés. Aujourd'hui, le poids était presque insupportable. Le visage d'une jeune femme, une fille en réalité, nommée Keisha, était gravé au fond de ses paupières, un fantôme qui vacillait à chaque clignement. Elle aurait pu être la propre nièce d'Imani, une étudiante de première année à Howard avec un avenir plein de promesses. Mais l'avenir de Keisha était maintenant un couloir étroit et en béton. Imani revit les yeux terrifiés de la jeune fille, grands ouverts d'une incrédulité brute qui n'avait pas encore eu le temps de se durcir en le désespoir cynique des véritables perdus. Keisha était prise dans les rouages inexorables et broyeurs d'un système qui confondait si souvent la procédure avec la justice et offrait peu de place à la miséricorde, encore moins à la grâce. L'avocat commis d'office de Keisha, un homme bien nommé Ben Carter dont les épaules étaient en permanence affaissées par le poids de 400 autres affaires actives, était désespérément dépassé. C'était un soldat fatigué armé d'un couteau de poche contre une division mécanisée. Le procureur, en revanche, était un jeune homme habile et ambitieux avec un sourire facile de politicien et les yeux noirs et morts d'un requin. Il avait pris les faits simples et désespérés de l'affaire une mère célibataire de 20 ans, récemment licenciée, qui avait volé des couches, du lait maternisé et du Tylenol et l'avait magistralement dépeinte comme une menace calculée pour la société, un signe avant-coureur de la décadence urbaine menaçant leur paisible communauté. Les mains d'Imani étaient liées. La loi des 3 fautes du Mississippi, les peines minimales obligatoires, les chaînes froides et impitoyables du précédent et du statut, elles avaient formé une cage autour de sa discrétion, ne lui laissant d'autre choix que d'imposer une peine qui ressemblait moins à de la justice qu'à un acte brutal de vengeance. 3 ans. 3 ans pour des couches et du lait maternisé. Le vide dans sa poitrine, l'espace froid et mort où sa foi inébranlable dans le système résidait autrefois, ressemblait à un échec profond et personnel, un cancer rongeant son âme. La loi est un bouclier, ma petite.
La voix de son père, un baryton grave et grondant qu'elle pouvait encore conjurer les nuits comme celle-ci, résonnait dans la cathédrale de sa mémoire. Elle avait 12 ans, sa petite main engloutie dans la sienne, grande et chaude, debout sur les marches brûlantes du palais de justice du centre-ville de Jackson. Il venait de perdre une affaire défendant un métayer noir qui avait été escroqué d'une année entière de salaire par un propriétaire de plantation ayant des amis haut placés. Son père, un homme qui avait regardé le visage monstrueux de Jim Crow et qui, malgré tout, avait réussi à croire en la promesse de la loi, s'était agenouillé, ses yeux marqués par une fatigue qui allait jusqu'à l'os, mais sa prise sur sa main était ferme, une ancre dans son jeune monde. Elle est censée protéger les faibles des forts. C'est son seul but noble. Mais tu dois te souvenir, Imani, parfois les forts s'en emparent. Parfois, ils apprennent à la tordre, à transformer ce bouclier en cage. Ces mots n'avaient jamais semblé plus vrais, ni plus douloureux, qu'ils ne le furent ce soir. C'était une prophétie qui était devenue sa réalité quotidienne. Profondément plongée dans le labyrinthe de ses lourds souvenirs, elle faillit le manquer. Un bref et aberrant scintillement dans son rétroviseur. Ce n'était pas la lueur chaude et ambrée des phares d'une autre voiture. C'était un éclair de lumière artificielle, stérile, contre l'obscurité organique, comme un flash d'appareil photo au fond des bois. Disparu aussi vite qu'il était apparu. Un éclair de chaleur, peut-être, un fantôme courant dans l'été du Mississippi. Un reflet perdu sur un toit en tôle lointain ou un morceau d'équipement agricole oublié. Elle l'écarta, son esprit revenant immédiatement au visage de Keisha, au son de son propre marteau tombant comme une guillotine. Puis, il revint, plus proche cette fois, plus insistant. Une pulsation stroboscopique, violente, déchirante de rouge et de bleu. Les couleurs de l'autorité et de l'urgence, des couleurs qui, dans ce contexte, sur cette route, semblaient pure agression. Elle semblait aspirer toute la paix de la nuit, empoisonner l'air même, laissant un vide rempli d'une pure terreur glaciale, à la fois ancienne et immédiate. Son cœur ne s'emballa pas, il se serra. C'était un œuf froid et dur qui se contractait dans sa poitrine, un serrement musculaire douloureux et involontaire qui lui coupa le souffle et envoya une décharge d'eau arctique dans ses veines. Ce n'était pas la peur intellectuelle d'une confrontation, c'était une réponse primaire, cellulaire, une mémoire musculaire ancrée dans l'ADN collectif de chaque Afro-Américain qui a osé exister dans un espace jugé ne pas être le sien, qui a conduit une belle voiture, seul, sur une route de campagne sombre. Le calme était son armure. Il avait été son bouclier toute sa vie, une forteresse soigneusement construite de diction, de posture et de contact visuel inébranlable, bâtie pour résister à un monde qui voyait souvent sa peau comme une provocation avant même de voir son esprit. Elle inspira lentement, délibérément, l'air épais et humide comme un poids mort dans ses poumons. Elle actionna son clignotant, le claquement sec résonnant comme un os qui se brise dans le silence soudain et profond. Elle immobilisa la lourde berline sur l'accotement de gravier. Le crissement des pneus était le seul son maintenant, fort, grossier et terriblement définitif, comme le bruit d'une tombe que l'on remplit. La voiture de patrouille, une imposante Ford Interceptor qui ressemblait plus à un instrument de guerre qu'à un véhicule de paix, se dressait derrière elle, sa calandre massive remplissant son rétroviseur comme un grognement de prédateur. Ses phares, une paire d'yeux en colère et inquisiteurs, épinglaient sa voiture d'un regard brutal et accusateur qui décolorait la nuit et projetait la mousse espagnole en pleurs dans un relief net et arachnéen. On aurait dit une lampe d'interrogatoire. Deux silhouettes se détachèrent de ses ombres, leurs formes se silhouettant contre les lumières aveuglantes et stroboscopiques. La première était un homme grand, au torse massif, ses mouvements lents et délibérés. Il marchait avec une démarche arrogante, un roulement d'épaules qui annonçait une vie d'autorité incontestée et la menace désinvolte qui l'accompagnait. Le second, plus jeune et plus maigre, se déplaçait avec une énergie nerveuse et saccadée, ses mouvements vifs et comme ceux d'un oiseau. Il prit une position tactique du côté passager arrière de sa voiture, sa main déjà posée, presque nonchalamment, sur la crosse de son arme à l'étui. Le tableau était dressé, une scène pour une pièce qu'elle ne connaissait que trop bien. L'officier le plus âgé s'approcha de sa vitre, son volume bloquant les lumières clignotantes et la plongeant dans une ombre soudaine et profonde. Son insigne, scintillant dans la lueur intermittente, indiquait « Caldwell ». Il se pencha, son visage un masque empourpré et suintant de sueur, et apporta avec lui l'odeur âcre du café éventé,
du tabac à la Gualterie, et quelque chose d'autre. Une légère odeur aigre de mépris incrusté qui semblait émaner de tous ses pores. « Bonsoir, madame, commença-t-il, son accent aussi épais et lent que la mélasse coulant en plein hiver. « Permis et immatriculation, s'il vous plaît. » Son ton était trompeusement placide, une monotone pratiquée qu'il avait probablement utilisée 1000 fois, une surface plane qui pouvait se transformer en menace en un battement de cœur. Imani se déplaça avec la lenteur exercée, presque théâtrale, de quelqu'un qui connaissait le scénario par cœur, un scénario qu'elle avait vu se dérouler de l'autre côté du banc avec une fréquence tragique. Elle comprenait que tout mouvement brusque pourrait être interprété comme une agression, toute hésitation comme un défi, toute question comme une provocation. C'était une danse mortelle sur le fil du rasoir. Elle sortit les documents de sa boîte à gants, ses mains témoignaient d'une volonté de faire, ne montrant aucun tremblement. Elle les tendit par la vitre ouverte. « Y a-t-il une raison à cet arrêt, officier Caldwell » demanda-t-elle, sa voix calme et mesurée, le même ton égal et autoritaire qu'elle utilisait pour commander le respect dans sa salle d'audience. C'était une voix qui attendait des réponses. Il prit les documents mais ne les regarda pas. Ses yeux, petits et durs comme des billes d'acier profondément enfoncées dans son visage charnu, parcoururent l'intérieur de sa voiture. Ils s'attardèrent sur le coûteux cuir crème de ses sièges, le bois de ronce poli du tableau de bord et la mallette en cuir monogrammée et verrouillée sur le siège passager. Son regard était un audit, un jugement, un calcul silencieux de sa valeur et de sa place. « Nous y viendrons, dit-il, ses yeux revenant finalement sur elle, la fixant. « Je vais avoir besoin que vous sortiez du véhicule, madame. » Une froide sonnette d'alarme, aussi claire et nette qu'un verre de cristal frappé d'une fourchette, retentit au fond de l'esprit d'Imani. Astérisque astérisque, c'est une déviation. Astérisque astérisque, le scénario bien rodé venait d'être jeté. Astérisque astérisque, Terris et Ohio astérisque astérisque traversa son esprit juridique, un contrôle routier exige un soupçon raisonnable d'une infraction au code de la route. Un ordre de sortir du véhicule intensifie la rencontre, exigeant un niveau de soupçon plus élevé concernant une menace pour la sécurité de l'officier. C'était une déviation dangereuse et juridiquement douteuse. « Officier, avec tout le respect que je vous dois, » dit-elle, gardant sa voix égale, un effort de volonté monumental qui lui prit toutes ses ressources d'entraînement et de discipline, « je n'ai pas consenti à une fouille de ma personne ou de mon véhicule, et vous n'avez pas fourni de motif probable pour cet arrêt, encore moins une raison de craindre pour votre sécurité. Puis-je vous demander à nouveau pourquoi vous m'ordonnez de sortir de ma voiture ?» Les yeux de Caldwell se rétrécirent en fente. Le masque placide de son devoir professionnel tomba complètement, révélant le visage moqueur et méprisant qui se cachait en dessous. Son calme, ses questions claires, son refus serein de se laisser immédiatement intimider, c'était clairement un affront, un défi direct à son ordre naturel des choses. Il ne voyait pas une citoyenne affirmant ses droits, mais une femme noire qui ne montrait pas le respect approprié. « Madame, refusez-vous de vous conformer à un ordre légal d'un agent de la paix ?» Les mots étaient un piège classique, un déclencheur pour une accusation d'opposition à l'arrestation, une accusation qui pourrait justifier tout ce qui suivait. « Je suis en train de clarifier mes droits constitutionnels, tels que protégés par le 4e amendement, » déclara Imani, sa voix d'acier inébranlable gainée de velours. Elle ne se laisserait pas appâter. Elle ne hausserait pas la voix. « Je pose une simple question, à laquelle vous êtes tenu de répondre. Quelle infraction ai-je commise ?» Il eut alors un sourire en coin, une torsion cruelle et laide de ses lèvres fines qui laissaient entrevoir des dents jaunies. C'était le sourire d'un homme qui détenait toutes les cartes et était sur le point de s'amuser à les jouer. Il jeta enfin un coup d'œil à l'enregistrement qu'il tenait à la main, ses yeux parcourant le nom et l'adresse. Puis son regard revint sur son visage, un éclair de quelque chose de sombre et de là une sorte de satisfaction sinistre, une confirmation perverse le traversant. « Nous avons un bolo. Soyez à l'affût. » Pour un véhicule correspondant à cette description. Conduit par une femme noire, fin de la quarantaine, début de la cinquantaine. Suspectée d'implication dans un crime violent. Maintenant, pour la dernière fois, je vous ordonne de sortir de la voiture. Il laissa sa main tomber de sa hanche et se poser, délibérément, sur la poignée noire usée de son Glock dans l'étui. Le geste n'était pas une suggestion. C'était une promesse de violence à plein poumon.
L'air humide crépitait, soudain épais d'une menace si profonde qu'elle en devint électrique. Le jeune officier, Patterson, qui avait été une statue silencieuse et tendue, déplaça son poids, sa propre main agrippant maintenant son arme, ses phalanges blanchissant sous les lumières clignotantes. Ce n'était plus un simple contrôle routier. C'était une confrontation, une affirmation brute et nue de pouvoir sur une portion de route déserte où leur parole était la seule loi, et où la nuit engloutirait tout cri. Sachant qu'aggraver la situation ici, seul dans l'obscurité, à des kilomètres de tout, était une proposition perdant une potentielle condamnation à mort pour certains, Imani prit la décision froide et calculée de survivre. Avec une profonde et régulière respiration qui ne fit rien pour calmer l'oiseau frénétique et paniqué battant contre la cage de ses côtes, elle appuya sur le bouton pour déverrouiller les portes. Elle plaça sa main gauche sur la poignée, sa main droite sur l'accoudoir, et se poussa dehors dans l'éblouissement aveuglant et désorientant. Elle tint ses mains légèrement éloignées de son corps, ouvertes et visibles, un geste universel de reddition qui avait le goût de la cendre et de la bile dans sa bouche. Chaque fibre de son être criait de protestation face à l'indignité. « Bien, c'est mieux », grogna Caldwell, son regard balayant son tailleur Armani et sa blouse en soie avec un mélange de suspicion évidente et de mépris moqueur. Il était clair qu'il ne voyait pas sa tenue professionnelle comme un signe de son statut dans la communauté, mais comme un costume, un prétexte qu'il était sur le point de déchirer. « Retournez-vous. » Les mains sur le toit de la voiture. Tout de suite. L'ordre était si choquant, si inacceptable, si loin de toute justification légale, que pendant un instant, le calme soigneusement construit d'Imani se brisa. « Officier, vous ne pouvez pas être sérieux, » dit-elle, un bord dur et dangereux fendant enfin la surface de sa voix. Le choc commençait à se transformer en une rage froide et concentrée qui était une chose vivante en elle, se réveillant d'un long sommeil. « Vous avez mon identité. Je m'appelle la juge Imani Wallace. Vous pouvez vérifier ma plaque d'immatriculation. Vous pouvez clairement voir qui je suis. Je vois une femme qui correspond à la description d'une tueuse, » répliqua Caldwell, sa voix montant, sa poitrine se gonflant. Il appréciait cela, savourant le pouvoir que cela lui donnait, l'acte de la réduire à rien. Il fit un signe du menton à son partenaire. « Billy, menottez-la. » Le monde se fractura. Il ralentit en un cauchemar sirupeux et surréaliste. La symphonie des grillons, l'humidité oppressante, les lumières rouges et bleues clignotantes qui pulsaient comme un battement de cœur maléfique, tout s'estompa dans un vortex rugissant dans les oreilles d'Imani. Le cliquetis froid, aigu et métallique des menottes se refermant sur ses poignets était un son qu'elle associait aux moments les plus bas de la vie des autres. C'était le son qui signalait la perte absolue de liberté, la finalité ultime et brutale du pouvoir de l'État. Sentir l'acier dentelé mordre sa propre peau, sentir son poids froid et impersonnel, fut une violation profonde, désorientante, qui pénétrait jusqu'à l'âme et réorganisait son univers entier. « Je m'appelle Imani Wallace », répéta-t-elle, sa voix dangereusement calme, chaque mot une pierre de fureur soigneusement polie alors que Patterson la poussait rudement. Sa joue pressée contre le métal frais et familier de sa propre voiture, une voiture qui, quelques instants auparavant, avait été son sanctuaire. « Je suis juge à la cour de circuit du comté de Hinds. Je vous informe dès maintenant, en tant qu'officier de la cour, que vous commettez une erreur catastrophique, qui mettra fin à votre carrière. » Caldwell laissa échapper un court rire aboyant, dépourvu de tout humour, un son de dérision pure et non adultéré. « Une juge ? Ça, c'est une bonne blague. Une très bonne. Billy, tu as entendu ça ? On a une juge. » Il se pencha tout près, son haleine fétide, imprégnée de tabac, chaude contre son oreille, sa voix un murmure venimeux et triomphant. « Tu peux être la reine de l'Angleterre pour ce que ça me fait. Ce soir, sur cette route, tu n'es qu'une autre suspecte dans un arrêt pour crime. Et nous allons découvrir ce que tu caches. Fouille-la. » La fouille fut une dégradation méthodique et pratiquée. Les mains de Patterson étaient rudes, impersonnelles, pourtant chaque contact ressemblait à une marque d'humiliation, un dépouillement délibéré de son identité, de sa position, de son être même. Ils fouillèrent ses poches, puis déverrouillèrent sa voiture avec les clés qu'ils avaient prises du contact. Ils fouillèrent sa mallette, jetant ses dossiers de cas soigneusement organisés, ses bloc-notes juridiques et ses effets personnels sur le capot poussiéreux de la voiture comme des ordures.
Une petite photo encadrée d'argent d'elle et de son père, prise le jour triomphal où elle avait passé le barreau, glissa sur le capot et tomba sur le gravier avec un doux craquement. « Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries légales ?» demanda Patterson, sa voix empreinte d'une confusion réelle alors qu'il brandissait un dossier marqué du sceau de l'État du Mississippi. « Je vous l'ai dit. Je suis juge. » répéta Imani, sa voix serrée par une fureur qu'elle n'osait déchaîner, sachant qu'elle ne serait accueillie que par plus de violence, et pire, leur donnerait la justification qu'ils désiraient. Elle n'était plus seulement en colère. Une clarté froide et cristalline se formait dans son esprit, perçant la rage et l'humiliation. Elle documentait chaque violation, chaque mot, chaque geste, construisant une affaire dans sa tête. « Ça me semble que tu joues à l'avocate », ricana Caldwell, ramassant son portefeuille parmi les affaires éparpillées de son sac. Il fouilla dedans jusqu'à ce que ses doigts épais trouvent sa carte d'identité judiciaire. Il fixa la photographie, le sceau officiel de l'État, son expression suffisante et confiante vacillant pour la première fois. Le sang commença à se retirer de son visage empourpré, laissant une pâleur blafarde et marbrée. Il la regarda, menottée et pressée contre sa voiture, puis de nouveau la carte d'identité, sa bouche travaillant silencieusement alors qu'il lisait le titre gravé en lettres d'or sous son nom, juge de la cour de circuit, 7e district judiciaire. Le silence s'étira, épais et lourd, brisé seulement par le chant des grillons, témoin indifférent de l'effondrement de son monde entier. Le chasseur venait de réaliser qu'il avait piégé un lion. « Billy », dit-il, sa voix soudain dépouillée de toute sa bravade précédente, maintenant mince et fluette, un son de pure, d'absolue panique. « Billy », appelle le shérif à la radio. La cellule de détention du département du shérif du comté de Rankin était un monument à la misère humaine. Elle sentait l'eau de Javel, le désinfectant industriel, la sueur rance, et le fantôme persistant de 1000 prières désespérées et sans réponse. L'air était froid et mort. Le seul banc d'acier, boulonné au sol en béton, était aussi froid et inflexible que la loi qu'elle avait maniée l'après-midi même. Pendant 2 heures qui semblèrent une éternité, la juge Imani Wallace ne resta pas dans une incrédulité suspendue. L'incrédulité était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Au lieu de cela, elle était assise dans un état de fureur froide et cristalline, une rage dure comme le diamant et terrifiante dans sa concentration. Elle rédigeait mentalement la plainte, son esprit juridique fonctionnant avec une précision glaçante. Elle identifia et catalogua chaque violation, l'arrêt inconstitutionnel selon ** Oren v United States **, l'absence de soupçon raisonnable pour l'arrêt lui-même, l'ordre illégal de sortir du véhicule en l'absence de toute menace, la fouille inconstitutionnelle de sa personne et de ses biens, l'arrestation injustifiée sans motif probable, l'usage excessif de la force lors du menottage. Elle n'était plus une victime. Elle était une juriste, une plaignante et une guerrière se préparant au combat. Elle entendait les conversations frénétiques et chuchotées depuis le couloir, derrière la fenêtre à barreaux de la cellule. Les voix montaient et descendaient en murmures paniqués, une symphonie de terreur bureaucratique. Appelez l'avocat du comté, tout de suite. C'est la juge Wallace ? De Inns. Bonté divine, qu'est-ce que Caldwell a fait, au nom du ciel ? Les ondes de leur erreur catastrophique se propageaient, et une tempête qu'elle avait elle-même créée se rassemblait à l'horizon, prête à déchaîner sa fureur biblique. Finalement, la porte de la cellule s'ouvrit avec un bruit d'une finalité profonde. Ce n'était ni Caldwell ni Patterson qui se tenaient là, mais un homme pâle, suant abondamment, en uniforme de shérif, ses bajoux tremblants comme de la gélatine. Son badge indiquait Miller. Il tenait son blazer et sa mallette dans ses mains comme s'il s'agissait de saintes reliques qu'il était indigne de toucher, ses papiers éparpillés maintenant soigneusement, presque respectueusement, empilés. Juge Wallace. Madame, il y a eu une terrible erreur, bégaya le shérif Miller, ses excuses un torrent d'excuses pathétiques et égoïstes. Mes adjoints, ils sont nouveaux, madame. Inexpérimentés. Le bolo, il était vague. Le bolo concernait une femme nommée Sarah Johnson, shérif, coupa Imani, sa voix froide et tranchante comme de la glace pilée, coupant à travers son bavardage comme le scalpel d'un chirurgien. Une femme noire. Dans une berline de couleur sombre. C'était l'intégralité de votre description. Et cela a suffi à vos adjoints inexpérimentés pour agresser,
détenir illégalement et humilier une juge en fonction. Leur inexpérience n'est pas une excuse, shérif, c'est une accusation de votre leadership et de la culture de votre département. Je veux mon avocat. Et je le veux tout de suite. Le scandale explosa à travers l'État comme une bombe sale. La vidéo de la caméra de bord, divulguée à une station de nouvelles de Jackson par un adjoint mécontent qui détestait Caldwell, devint virale en quelques heures. C'était une masterclass écœurante dans l'abus de pouvoir désinvolte et brutal, rendue d'autant plus puissante par le calme inébranlable et d'acier d'Imani face à celui-ci. Caldwell et Patterson furent suspendus, leur carrière vaporisée dans le creuset brûlant de l'indignation publique. Le shérif Miller publia une série d'excuses publiques de plus en plus désespérées et rampantes. Mais Imani Wallace était bien au-delà des excuses. Cela ne concernait jamais que son cas. Son humiliation, sa peur, sa rage. C'était le reflet, une amplification, de ce qui arrivait chaque jour à des personnes qui n'avaient pas « juge » devant leur nom, qui n'avaient pas de mallette monogrammée et de costume Armani, qui n'avaient pas les ressources pour riposter. Son calvaire était un symptôme d'une maladie profonde et insidieuse rongeant le cœur du système judiciaire. Et à mesure que sa colère initiale, brûlante, se refroidissait, elle se durcissait en une fureur juste et laser-focusée. Son attention se rétrécit, avec l'intensité d'un faucon repérant sa proie, sur le nom qui avait été utilisé comme un prétexte fragile pour son calvaire, Sarah Johnson. Qui était cette femme ? Et quelle était la véritable histoire derrière le crime violent qui avait mis en mouvement ces terribles événements ? Elle prit un congé du tribunal et passa un appel. En une journée, elle était assise dans son bureau à domicile avec Frank Donovan, un ancien agent du FBI dont l'âme semblait être alimentée par du café éventé, des cigarettes sans filtre et un puissant fond d'indignation vertueuse. C'était un limier froissé et fatigué qui vivait pour la chasse. « Découvre tout, Frank », lui intima Imani, sa voix basse et résolue. À propos de Sarah Johnson, à propos du bolo, et à propos de l'homme qu'elle aurait assassiné, Marcus Thorne. L'enquête de Frank commença non pas dans la rue, mais dans la salle des archives poussiéreuses et négligées du sous-sol du palais de justice local. Il trouva un dossier sur Marcus Thorne, un riche magnate de la construction locale et philanthrope célébré, qui était épais de plaintes pour troubles domestiques classés sans suite. 6 appels en 2 ans, tous de la même adresse, tous discrètement, résolus, sans accusation. Un schéma de fumée sans feu officiel. L'étape suivante de Frank fut une clinique d'urgence dans le quartier pauvre de la ville. Il s'assit dans une petite salle d'entretien stérile, sa voix douce et fatiguée du monde contrastant fortement avec sa corpulence imposante, tirant une histoire d'une infirmière de nuit nerveuse. « Je me souviens d'elle », murmura l'infirmière, tordant un trombone dans ses mains, regardant par-dessus son épaule comme si des fantômes pouvaient l'écouter. Sarah Johnson. Elle est venue il y a environ 6 mois. Présentation classique de femme battue, une chute dans les escaliers qui a en quelque sorte entraîné une côte cassée et un œil au beurre noir. Elle était terrifiée. Mais il était là. Thorne. Juste là, dans la salle d'attente, charmant tout le monde, achetant des sodas pour le personnel à la machine. Il a payé son traitement en espèces. Une grosse liasse. Il m'a dit de prendre particulièrement bien soin de sa maladroite petite amie. La façon dont il l'a dit, c'était une menace. La véritable bombe est tombée un mardi soir. Frank appela Imani, sa voix serrée par une émotion qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant, le choc pur. « Juge, vous devez vous asseoir pour ça. J'ai eu accès aux finances de Thorne. La compagnie de construction, la majeure partie est légitime, mais une partie est une façade. J'ai trouvé ses vrais registres, cachés sur un serveur derrière des couches de chiffrement. Juge, il ne s'agit pas d'abus domestique, ni même de meurtre. Il s'agit de quelque chose tiré d'un film d'horreur. » Il fit une pause, respirant difficilement. Il ne battait pas seulement ses femmes, juge. Il les trafiquait. Mais pas pour le sexe. Les registres, ils sont méticuleusement détaillés. Nom, date, statistiques physiques et prix. Il se procurait des personnes issues des marges absolues de la société, fugueurs, toxicomanes, sans-papiers, et les vendait. Non pas pour le travail, mais pour leur partie constituante. Il alimentait un marché noir d'organes humains.
Marcus Thorne, le philanthrope bien-aimé, était un monstre d'une inimaginable perversité. Pendant ce temps, dans une autre prison de comté, Sarah Johnson vivait son propre cauchemar, un cauchemar qui avait commencé bien avant que les barreaux d'acier ne se referment. Son monde avait été une cage de terreur pendant des années, et Marcus Thorne en avait été son geôlier souriant et beau. Un flashback, aussi net et vif qu'un éclat de verre, déchire sa conscience, le contrôle suffocant, la façon dont il l'isolait de ses amis et de sa famille avec une gentillesse empoisonnée. Le charme public qui pouvait se transformer en violence privée et silencieuse en un clin d'œil. Elle revécut la nuit de sa mort, non pas comme un meurtre, mais comme une évasion désespérée. Thorne, drogué à un cocktail de cocaïne et de rage, son visage un masque de fureur inhumaine. Il n'était pas jaloux. Il était incandescent parce qu'il avait découvert qu'elle avait trouvé son bureau caché, celui avec les classeurs verrouillés et le serveur dédié. « Espèce de stupide salope, sais-tu ce que tu as fait ?» avait-il hurlé, sa voix un rugissement guttural alors qu'il arrachait une épaisse ceinture de cuir de son pantalon. La poursuite à travers la maison somptueuse et stérile, sa fuite désespérée vers la cuisine, l'éclat du bloc de couteau Wusthof sur le comptoir en granit, le coup unique, désespéré, vers le haut, né d'un pur instinct de survie. Son avocat commis d'office, un défenseur public dépassé, tout comme celui de Keisha, lui avait dit de plaider coupable d'homicide involontaire. C'est ta seule chance, Sarah. Un jury ne te croira pas contre un homme comme Marcus Thorne. Puis, un jour, il était parti. À sa place se trouvait une femme vive et d'une intelligence féroce, issue d'un cabinet d'avocats de premier plan de Jackson, son costume aussi impeccablement coupé que celui d'Imani. « Je m'appelle Eleanor Vance, » dit la femme, ses yeux doux mais irradiant une formidable intensité. « Je vous représenterai désormais. Un bienfaiteur anonyme qui croit en votre innocence finance votre défense. » Pour la première fois depuis des années, une petite et fragile graine d'espoir commença à germer dans la terre stérile et brûlée du cœur de Sarah. Le procès fut un cirque médiatique. Le procureur, un ami personnel de Marcus Thorne qui l'avait célébré à ses somptueuses funérailles, dépeignit Sarah comme une prostituée cupide, manipulatrice et vénale qui avait tué son généreux bienfaiteur dans un accès de colère. Mais Eleanor Vance, armée des recherches méticuleuses de Frank Donovan et alimentée par le soutien silencieux et inébranlable d'Imani depuis le premier rang de la galerie, démantela systématiquement le mythe immaculé de Marcus Thorne. Elle fit témoigner l'infirmière terrifiée. Elle présenta les 6 rapports de police classés sans suite comme un modèle de violence croissante et d'échec systémique. Lorsque Sarah elle-même témoigna, sa voix, d'abord un murmure tremblant, à peine audible, gagna en force et en clarté à mesure qu'elle exprimait sa vérité. Il me disait que je ne valais rien, dit-elle, les yeux fixés sur le jury, ne les voyant plus comme des accusateurs, mais comme des personnes. Il disait que si jamais je partais, il m'enterrerait, et personne ne viendrait me chercher. Il disait qu'il me possédait. Cette nuit-là, j'ai décidé que je voulais vivre plus que je n'avais peur de mourir. Le verdict de « non coupable » fut un choc tectonique dans la salle d'audience. Des halètements parcoururent la galerie. Le procureur resta bouche bée. Sarah s'effondra sur sa chaise, sanglotant non pas de chagrin, mais d'un soulagement accablant et cathartique. Et depuis le premier rang, Imani regardait, son visage un masque de calme judiciaire, son cœur une symphonie de vindication rugissante et triomphante. Les raids du FBI, le lendemain matin, furent un blitzkrieg coordonné à travers 3 États. Dans un manoir de banlieue immaculée, un chirurgien de la transplantation renommé fut traîné de son lit en pyjama de soie. Dans un gratte-ciel du centre-ville, un administrateur d'hôpital fut menotté devant son expresso du matin. Dans un complexe rural tranquille, des agents découvrirent l'horrible vérité de l'opération de Thorne. Les gros titres furent sismiques, ébranlant les élites médicales et sociales de l'État jusque dans leur fondation. Imani Wallace revint siéger, sa seule présence portant désormais un autre type d'autorité. Elle n'était plus seulement une interprète de la loi, elle en était la gardienne, la conscience, l'incarnation vivante du bouclier dont son père avait parlé. Elle regardait différemment les visages des accusés qui comparaissaient devant elle, se demandant toujours quelle histoire ne figurait pas dans le dossier, quelle vérité était enfouie sous le langage stérile de l'acte d'accusation. Sarah,
avec un nouveau nom et une nouvelle vie financée par une fiducie anonyme substantielle, déménagea dans une ville tranquille d'un autre État. Elle utilisa l'argent pour ouvrir un refuge, une belle maison sécurisée avec un jardin, un endroit qu'elle nomma la maison Keisha, un sanctuaire pour les femmes afin d'échapper aux monstres qui ressemblaient à des hommes. Parfois, tard la nuit, quand Imani prenait le long chemin du retour le long de la Natchez laissant la symphonie de l'obscurité du Mississippi l'envahir, elle passait près du petit accotement de gravier où son monde avait été bouleversé. Elle se souvenait des lumières aveuglantes et stroboscopiques, de la morsure froide de l'acier, des visages suffisants et ignorants des hommes qui pensaient détenir tout le pouvoir. Ils avaient voulu l'humilier, la briser, la remettre à sa place, selon eux. Mais ils avaient échoué. Ils n'avaient pas compris à qui ils avaient affaire. Ils avaient allumé une allumette, cherchant à provoquer un petit feu d'intimidation contenu sur une route solitaire. Au lieu de cela, ils avaient déclenché un brasier, et la juge Imani Wallace avait utilisé ces flammes purificatrices et justes pour réduire leur monde pourri en cendres.